Et c'est le moment tant attendu de parler à Georges Goma. C'est toujours un grand bonheur de lui parler parce qu'il jette un éclairage sur la situation en Afrique. Un éclairage qu'on n'a pas partout ailleurs et unique. Et ça fait du bien d'avoir de l'information un peu différente. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Alors oui, je le disais, on va parler ce matin ce que tu parles de Big Bang géostratégique en Afrique noire. Hein. Il y a la France qui se fait, les difficultés de la France en Afrique, parlons-en, parce que plusieurs pays larguent la France pour la Russie, là, en quelque sorte. On aurait même tendance à croire aux prédictions de Nostradamus, là, quand on parle de la France. Hein, beaucoup ont certainement entendu parler de ces prédictions de Nostradamus qui vécut de 1555 quand même. Hein, donc ça fait 5 siècles que Nostradamus avait prédit un certain nombre de changements en France. Il avait prédit par exemple que la Notre-Dame allait brûler aux années qu'il avait prévues, et on a vu Notre-Dame de Paris brûler. Il avait prédit l'arrivée d'un jeune président pour la première fois en France. On a vu venir Macron. Il avait prévu autour des mêmes années ce qu'il appelait la reine de l'Orient. Il parlait du coronavirus. On a vu le coronavirus. En fait, il a fait un certain nombre de prévisions, de prédictions qui donnent froid au dos quand on les lit aujourd'hui, Caro. Oui. Et il parlait de la France. Il parlait de la France, et c'est là où il a dit que c'est à ce moment-là que la France va commencer, en fait, la déchéance de la France va commencer à ce niveau-là. Bon, on a vu aussi en France quand même les Gilets jaunes, une grande manifestation populaire qui a duré pendant longtemps. Ouais. Et là, Macron a eu l'intelligence d'essayer d'éteindre le feu. Est-ce que le feu est complètement éteint? On ne sait pas. Bon, qu'à cela ne tienne, ça c'était un petit coup d'œil sur les prévisions de Nostradamus, et qui montre finalement une France quand même en difficulté. Et nous parlons, n'est-ce pas, de la géopolitique, de la géostratégie. Oui. Ces deux expressions-là sont très très importantes, parce que la géopolitique, c'est quand même l'étude des effets de la géographie humaine et matérielle sur la politique internationale et les relations internationales également. Ouais. Et quand on voit la France et l'Afrique, la France et les autres pays d'ailleurs, parce qu'on va le voir que, la France ne regarde pas seulement l'Afrique, mais la France est aussi confrontée, n'est-ce pas, à d'autres pays autour d'elle, un peu plus éloignés d'elle, comme les États-Unis, sur, n'est-ce pas, leur approche de l'Afrique. Ouais. Mais c'est pas tout, Caro. Quand on parle de géopolitique, mais il y a aussi la géostratégie. Et la géostratégie devient à ce moment-là l'étude des rapports entre les problèmes stratégiques, Caro, et les facteurs géographiques. Et là, on voit très bien que la géostratégie là se réduit maintenant aux aspects militaires et leurs conséquences sur l'enjeu des ressources naturelles. Voilà la grande affaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement avec ces États-là qui manipulent la relation internationale en mettant l'accent sur l'approvisionnement des ressources stratégiques. Et les ressources stratégiques dans ces pays développés, on l'a dit souvent à notre antenne, ont désespérément besoin, parce que les pays occidentaux d'une manière générale, et la France aussi en particulier, puisqu'on parle aujourd'hui de la France, ont bâti un progrès. Le progrès qu'ils ont bâti sur la science et tout ce que l'on sait, à nous procurer quand même, comment je peux dire ça, un bien-être dans notre existence. On ne vit plus aujourd'hui comme on vivait au siècle passé. On vit relativement bien. Mm-hmm. Mais cette façon de vivre, cette aisance dans la vie, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir par le progrès, maintenir le progrès. Ouais. Or, ce progrès se maintient par l'exploitation de ces ressources stratégiques que l'on ne trouve malheureusement pas toujours dans nos pays développés en tant que tels, et qu'il faut aller, n'est-ce pas, trouver dans d'autres pays lointains. Ouais. Et quand on va chercher des ressources dans d'autres pays lointains, ça crée pas mal de problèmes. C'est pourquoi, évidemment, les grandes nations courent avoir l'arme nucléaire, par exemple. Et ceux qui ont l'arme nucléaire, ça montre la puissance qu'ils ont à intervenir finalement sur tous les espaces sur la planète Terre.
et on empêche à d'autres d'atteindre cette puissance-là pour leur donner aussi l'occasion non seulement de conserver ce qu'ils ont, mais d'aller prendre aussi ce qu'ils n'ont pas ailleurs et maintenir le développement. Oui. Bon, concrètement, tout ça, Georges, ce que ça veut dire, c'est que des pays, là, au niveau géostratégique, passent des pays africains qui sont un peu, peut-être pas largués par la France, mais qui ont un intérêt à aller vers la Russie ou à négocier certaines choses avec la Russie. Ça fait des petites guerres, des petites guéguerres, là. Mais ça fait ça. Mais c'est pourquoi un peu dans notre synopsis que nous avons publié sur Facebook, nous avons parlé des petites guerres mondiales africaines. Oui. Hein, cette expression peut s'expliquer très très bien. Parce que pour bien comprendre les choses, il faut comprendre quand même, Caro, que dans les rapports avec l'Afrique, il y a l'Europe d'abord. Il y a l'Europe. 1884, on l'a souvent dit, 85, on a terminé avec l'esclavage. Maintenant, on veut aller sur place en Afrique. Avant, on allait prendre les esclaves pour aller les emmener en Amérique, les faire travailler comme des bêtes de somme et développer l'Europe. Le commerce triangulaire, c'était ça. Hein, le commerce triangulaire. On produisait en Amérique pour aller nourrir les Européens et enrichir l'Europe. Bon, maintenant, à l'abolition de l'esclavage, maintenant, on veut aller maintenant sur place en Afrique. C'est-à-dire que avec Otto von Bismarck en Allemagne, la fameuse conférence de Berlin, c'est que les Européens se retrouvent à Berlin en 1884-85 et ils ont sur la table la carte de l'Afrique, c'est-à-dire la représentation d'un gâteau qu'on se dépasse, qu'on se partage entre les puissances européennes. Et aucun Africain n'était là. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est à ce moment-là que chaque puissance européenne a eu sa petite part en Afrique. On a eu surtout les deux puissances européennes, la puissance coloniale française et la puissance coloniale anglaise. Voilà les deux grandes puissances, mais à côté, il y avait les Hollandais également. Ouais, il y avait d'autres puissances, il y avait les Espagnols également, il y avait des Portugais aussi qui se sont arrogés. Mais les Espagnols, c'est surtout en Amérique latine. Hein? Là. Bon, revenons en Afrique. Maintenant, on voit que ces deux pays, fondamentalement, la France et l'Angleterre, se sont profondément positionnés en Afrique, avec des espaces qui leur appartiennent, jusqu'aux indépendances des années 60, ou entre guillemets les indépendances. Mais qu'à cela ne tienne. Maintenant, aux indépendances, les pays deviennent autonomes, indépendants, entre guillemets, mais les puissances continuent, les anciennes puissances coloniales, continuent à exercer leur influence sur ces pays-là. Ouais. Et puis, ma foi, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que certains pays qui n'étaient pas à la conférence de Berlin, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, aujourd'hui, s'intéressent davantage à l'Afrique. Au lendemain des indépendances, par exemple, on comprendra que en République démocratique du Congo, il y a eu cette affaire autour de la mort de Patrice Lumumba, dont l'Occident craignait que ce scandale géographique que représente la République démocratique du Congo, finalement le pays le plus riche du monde en matière première et le plus pauvre aussi du monde en tant que tel, puisse tomber dans les escarcelles des pays socialistes. Donc il y a cette bataille, la guerre froide, c'était ça. Ouais. Puisse tomber dans les escarcelles de l'Union soviétique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un grand chambardement dans l'espace géopolitique africain. Il y a évidemment cette notion de Big Bang géostratégique que j'emprunte à un grand activiste, Guy Mafimba, en France, qui a prononcé, et ses amis qui ont prononcé pour la première fois ce mot-là, grand Big Bang géostratégique, de grand chambardement, qui va redéfinir les relations entre certes des pays africains et les autres pays, y compris la France, l'Angleterre et les pays qui avant n'étaient pas sur la scène. Et nous avons noté la Russie et les autres pays du BRICS, les pays émergents. Et tout ce monde-là, de plus en plus, est attiré par l'Afrique en tant que telle. C'est pourquoi nous avons parlé la dernière fois de la deuxième ou la troisième ruée vers l'Afrique. Ouais. Et tu sais très bien que
ben, l'Afrique, on voit bien ce qui se passe aussi au niveau du Sahel. Mais le Sahel, qu'est-ce qu'on nous dit, Caro? Aujourd'hui, on lutte contre le djihadisme depuis très 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 longtemps. Mais ça, c'est ce qu'on nous présente là. Mais la réalité, c'est que le Grand Sahel, qu'on voit désertique, on pense que comment les gens peuvent vivre dans un espace désertique? Il n'y a rien là-dedans. Mais les prévisions montrent plutôt que sous le Sahel, sous le sable du Sahel, il y a d'énormes et d'énormes richesses, notamment de l'uranium, du pétrole. Et ils le savent très bien. C'est-à-dire que les batailles qui se font en ce moment, puisque les pays occidentaux sont allés très loin dans la science, donc ils ont la capacité de bien savoir ce qu'il y a sous le sous-sol. Et le Sahel, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le Sahel, les enjeux sont géopolitiques et géostratégiques. Pas comme dans le Grand Nord. Fondamentalement comme étant la lutte contre le djihadisme. Oui, effectivement, comme on le voit, on le comprend bien aussi dans le Grand Nord, là, tout le monde s'arrache. Exactement, Caro. C'est des portions de cette terre. Il faudrait, Georges, moi, bien naïvement et bien candidement, je dirais qu'il faudrait que les Africains soient maîtres de leur propre continent et de chacun de leur propre pays aussi, plutôt que de s'arracher la Russie, la Chine, la France, des parrains, je sais pas comment appeler ça. Oui, mais écoute, ta remarque est d'une pertinence incroyable, Caro. Tout l'enjeu est là. L'enjeu est là. Parce que l'Afrique, l'autodétermination de l'Afrique, c'est aussi un autre problème. Parce que ce qui se passe, nous avons souvent parlé des dictateurs ici, au lendemain des années 90, Caro, à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire à la fin du monde bipolaire, on a pensé, évidemment, tout le monde a pensé qu'il était temps pour les Africains d'aller vers la démocratie. Parce que la gouvernance, la meilleure qui soit, c'est celle qui est fondée sur la démocratie. La démocratie, c'est une valeur universelle, n'est pas l'apanage des seuls pays occidentaux. Absolument pas. Bon, Churchill avait dit aussi que, écoutez, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, c'est le moins pire quand même. Donc, on avait bien vu que quand les pays africains ont eu cette expérience de la démocratie, ce que certains appellent et que j'appelle également la transition démocratique, mais on a tout de suite vu une résistance au changement. C'est-à-dire que les pays comme la France, fondamentalement, avec la conférence de la Baule de François Mitterrand, qui a demandé aux pays africains d'aller vers la démocratie et que l'aide était désormais assujettie à cette démocratie, et tout de suite la France s'est ravivée, a fait marche arrière, encourager plutôt les dictatures en Afrique, parce que le fameux grand chambardement géostratégique et géopolitique en Afrique qu'on observe aujourd'hui, c'est l'acharnement de la France à soutenir les dictateurs. Et à CKRL, on a vu comment est-ce que, à la mort du président tchadien, de ce dictateur tchadien, mais la France a couru pour aller soutenir, n'est-ce pas, la transition vers le fils de Itno Déby qui venait de décéder tout de suite. Et c'est à croire que le Tchad n'avait pas de chambre, n'avait pas d'Assemblée nationale, n'avait pas des institutions pour assurer, selon la Constitution, le transfert du pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Et la France est allée pour soutenir que le pouvoir puisse être donné au fils du défunt. C'est pour assurer cette continuité-là. Mais le plus important, puisque c'est ça qu'on a annoncé quand même dans notre synopsis, Caro, c'est ce qui se passe en ce moment en Centrafrique et ce qui se passe en ce moment au Mali et ce qui en train de couver au Sénégal et au Gabon également. Tous les pays que je viens de citer là, c'est des pays francophones. C'est des pays qui étaient sous la coupe de la France, mais qui commencent à lorgner du côté de la Russie. Oui, on pourra s'en parler, mais parce que là, je pose une autre question, je sens qu'on va dépasser le temps, mais les pays les pays colonisés par l'Angleterre, ils s'en sortent mieux, Georges? Jusqu'à présent, tu vois que tout ce chambardement, tous ces problèmes en Afrique, les pays anciennement colonisés par l'Angleterre, en Afrique, se portent relativement mieux.
Hein, ce qui montre à suffisance quand même qu'il y a un grand clivage au niveau des, n'est-ce pas, de ce qu'a été la colonisation française et ce qu'a été la colonisation anglaise, parce que les Anglais, le protectorat, ils relevaient du protectorat, mais c'était une façon de dire que nous avons certainement des deals au niveau international où moi, l'Angleterre, je vais vous soutenir, ouais. Mais je vous laisse vous gouverner vous-même, c'est-à-dire les pouvoirs traditionnels dans ces pays sont très, 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 très forts. Et puis, l'Angleterre, n'est-ce pas, défendait ces pays-là au niveau des enjeux internes et des enjeux internationaux. Mais la France était plutôt ce qu'ils appelaient l'assimilation. C'est-à-dire qu'on va mettre dans la boîte commune tout ce qui nous appartient en Afrique et en France. Mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est que la France a toujours obtenu la part léonienne de l'affaire. Donc, évidemment, la réponse à ta question, oui, les pays anglophones ont certainement des problèmes, mais pas autant que les problèmes que vivent, n'est-ce pas, les pays anciennement francophones. Et c'est ça qui met évidemment la France vraiment en difficulté. Et c'est pas pour rien que nous avons commencé notre chronique par les prédictions de Nostradamus, parce que si la France ne fait pas attention, elle va crever. Elle va crever en Afrique. Et là, les Allemands l'ont dit, les Russes l'ont dit, et puis les Italiens aussi l'ont dit. Ouais. Et je vais aussi donner cet élément, puisqu'il s'agit quand même il s'agissait de mettre un peu en exergue un peu cette conflictualité entre la France et la Russie. Mais il y a aussi les éléments de l'histoire qui sont là, hein, Caro, hein? 1812, c'est quand même les fameuses croisades de Napoléon Ier, l'empereur de la France, qui envahissait, n'est-ce pas, la Russie. Et le pouvoir militaire de l'Empire français de cette époque-là était tellement fort qu'il pensait évidemment envahir la Russie. Mais la Russie est sortie victorieuse, c'est pourquoi on appelle cette guerre-là la guerre patriotique, parce que malgré la puissance de Napoléon Ier, les Russes se sont ligués. Le peuple russe s'est ligué pour combattre les Français. Et puis aussi, il y a eu aussi les hivers là-bas, quand c'est rude, c'est rude. Hein? Ah ben ça, on en connaît quelque chose ici au Canada. Donc, tout ça fait que finalement, les croisades ou les campagnes napoléoniennes se sont soldées par un échec. Et ça, les Russes ne l'ont pas oublié. Les Tolstoï l'ont écrit. Et puis, tout le temps, et quand ils sont confrontés, il y a quand même les réminiscences de ce passé non glorieux entre ces deux pays. Et maintenant, ils se retrouvent en Afrique. Oui. C'est bien pourquoi j'ai parlé un peu des petites guerres mondiales africaines, là. Oui, des petites guerres, mais qui peuvent dégénérer. Georges, on en reparlera la semaine prochaine, peut-être avant les vacances. Oui, on pourra en reparler, on peut en constituer une petite série, parce que c'est très important, c'est actuel et ça se passe en ce moment. Voilà, c'est toujours très intéressant, Georges, et très éclairant. Merci beaucoup. Puis bonne journée, Georges. Bonne journée, Caro. Au revoir. Bye bye. Il est 7h30, on fait une petite pause et on se retrouve de l'autre côté aux Matins éphémères. CKRL.